Salut les poolers et bienvenue à l'épisode Dump and Chase de la semaine, épisode 10 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, le Dwight des Waiver Wire, le Scranton Streamer, le Big Dump Tuna, Guillaume, assistant to the regional manager des Chasers, Corbeau. From assistant to the regional manager to assistant regional manager. Corbeau, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'aurais aimé que tu m'arrives avec une belle tasse, le World's Best Boss. Puis... Ah ben, oui. cadeau! C'est quoi les chances? Pour ceux qui ne voient pas, Oli a littéralement la tasse de Michael Scott, de World's Best Boss. Moi, je voudrais que ce soit World's Best Host. Ce serait quand même pas pire. Ça serait quand même bien, non? Écoute, probablement un thème que je vais aimer. Je sais pas si tu as prévu un prank dans cet épisode, mais ça aurait été quand même bien. Mais super hâte de faire ce dump and chase-là. C'est rare qu'on a plusieurs dumps. Et c'est le cas cette semaine. Fait que le coup près tombe, on passe la guillotine. Test la guillotine! Dans les joueurs qui produisent pas. Fait qu'on va se mouiller un peu plus cette semaine, je pense. Wet tuna! La saison avance, on est rendu à la semaine 8 dans la Ligue nationale de hockey. Et aujourd'hui, à l'épisode, tu l'as dit, on va vous recommander les joueurs à aller jeter et ceux à aller chasser. Mais avant toute chose, on vous invite à aller suivre nos pages YouTube, Instagram et TikTok à 100 Pool Podcast. On a changé un peu la façon de faire. On est rendu avec des nouveaux segments, des épisodes plus courts. Allez nous écrire pour savoir si vous aimez ça. Et si vous vous demandez est-ce que je vais dumper un joueur, est-ce que je vais aller chercher un joueur, allez nous écrire, commentaires, DM. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et qui sait, peut-être aussi de vous introduire dans un de nos épisodes. Donc, sans plus tarder, écoute, pour ceux qui ont vu effectivement la belle tasse de World's Best Boss que j'ai dans les mains, vous verrez aussi que j'ai un chandail des Kings, ou du moins un chandail presque des Kings de Los Angeles. Et le joueur avec qui on va commencer les dumps cette semaine, ben, c'est le camarade Andrei Kuzmenko. C'est mon joueur préféré à dumper. C'est vraiment le joueur que j'haïs le plus, je pense, de l'ensemble de la Ligue nationale. Hate him, hate him, hate him, hate him. Il a quand même une réputation d'être un joueur exceptionnel alors qu'il n'a qu'une seule bonne saison dans laquelle il jouait par-dessus la tête. Kuzmenko est un gars qui tire pas. Fait il a jamais fait plus de 1,8 tirs par match en carrière. Cette année, il est à 1,4. C'est très, très peu pour un joueur qui joue énormément d'avantages numériques puis qu'on dit offensif. Pour un joueur offensif, généralement, quand ils sont en bas de 1,8, c'est difficile à faire des points. Et là, on parle d'un gars qui est à 1,4. Fait que c'est quand même un stretch pour dire que c'est un joueur qui est offensif. Il joue 15 minutes par match, mais de ces 15 minutes, il y en a 3 minutes 30 qui sont en avantage numérique. Fait qu'il joue 20%, quasiment 22% de son temps en power play. Ça commence à devenir un déploiement 100% optimal pour jouer en zone offensive. Et pourtant, le gars n'a que 7 points en 19 matchs. Ooh, yikes. Fait que tu joues en avantage numérique, mais tu tires pas au filet, puis ton nombre de passes secondaires, il y a 75% de ces passes qui sont des passes secondaires. Tout indique que ça ira juste pas bien. On a commencé à lui retirer un petit peu plus de mise en jeu en zone offensive à 5 contre 5, qui est rendu à 50% seulement. Fait que c'est même pas un déploiement à 5 contre 5 qui est optimal. Il joue avec Kopitar, il est tellement dangereux dans sa zone qu'on n'a pas le choix de le faire jouer avec un centre qui est responsable. C'est ce que j'allais dire. Il est encore sur une deuxième ligne avec Kopitar, puis sur un premier avantage numérique. Quand même, est-ce que ça vaut un dump pareil? Ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Je veux dire, s'il ne produit pas, ça fait 20 matchs qu'il est là. Et puis, il en a manqué 3. Là. Les Kings ont joué 22 matchs. Il n'est pas capable de produire. Il n'y a aucun point à ses 6 derniers matchs. Puis quand tu regardes là, son game log, là, donc ses match après match, il y a des matchs qui n'ont pas de tir. Il n'y a même pas de tir. Fait que, comment veux-tu qu'il fasse des points quand tu ne lances pas au filet? J'ai de la difficulté à comprendre. Et il n'y a pas vraiment de points en avantage numérique non plus. Son dernier point en avantage numérique remonte au 21 octobre. Ça fait plus d'un mois. Fait que c'est pas parce que tu joues en power play que tu es bon. Donc, pour moi, Kuzmenko, là, ça commence à être une longue période sans faire de points d'avantage numérique. C'est fini. C'est terminé pour moi. Je l'aurais dumpé en début de saison. Je ne l'aurais pas choisi en début de saison, mais il y en a qui l'ont fait. Ben là, vous êtes brûlés. Oh, burn! Il faut dire que la seule bonne saison qu'il y a eu, c'est sa saison recrue à Vancouver. Et la seule raison pourquoi il y avait eu une bonne saison, c'est qu'il avait tiré à 27%. C'est tout.
Fait que si on lui avait envoyé la moitié de ses buts, il serait revenu à un gars de quarantaine de points, 45 points. Je sais même pas s'il va faire 40 cette année. C'est Ah, à ce point-là. c'était un des Il est joueurs, vraiment écoute, mauvais. on vous l'avait dit en début de saison que c'était un gars qui était complètement insoutenable en termes de points dans ses dernières saisons. C'est le camarade que j'aime le moins dans la Ligue nationale de hockey. C'est celui pour qui je vais jamais défendre, je vais jamais lever le bras pour faire non, mais attends, peut-être que. Non, 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 non. C'est Kuzmenko, s'il vous plaît, là, passez à autre chose. Allez chercher un joueur sur le waiver wire, balotage, peu importe ce que vous avez dans vos poules de hockey, changez-le. Next. On parle d'un autre joueur qui lui aussi n'est pas réputé pour tirer beaucoup. Un joueur du Kraken de Seattle qui sont allés chercher à gros prix quand même, Chandler Stevenson. Ouais, j'étais un peu déçu quand même. Stevenson, pour moi, c'est un joueur qui allait faire son 50-55 points, déploiement optimal, Ouais. un bon joueur de centre responsable d'être à de 200 pieds, pour utiliser le langage des entraîneurs-chefs de la Ligue nationale. Et cette année, le pudding n'a pas levé. Bon, vous allez me dire que 12 points en 22 matchs, ça, c'est pas terrible. C'est plus un rythme de 45 points. On n'est pas si loin que ça. Mais ce qui me dérange avec Stevenson, malgré le fait qu'il joue 20 minutes, malgré le fait qu'il joue en avantage numérique, c'est qu'à 5 contre 5, il commence 30% de ses mises en jeu seulement en zone offensive. C'est-à-dire que 7 fois sur 10, il prend une mise en jeu qui n'est pas en zone offensive, qui est dans sa zone ou en zone neutre. C'est très, très peu pour avoir un joueur pour qu'il fasse des points. Pour vous donner à titre indicatif, l'année dernière, c'était plus aux alentours de 45. L'année précédente, avec Vegas, c'était toujours en haut de 50%. 56, 51. Fait que pour qu'il fasse des points, à un moment donné, il faut que tu sois en zone adverse. Et c'est pas ce qui arrive avec Stevenson. On lui a donné un rôle qui est plus défensif que joueur complet, le fameux two-way center, là, c'est pas ça le rôle qu'on lui donne. Donc, ça me porte à croire que les chances qu'il a de faire plus de 50 sont minces, d'autant plus qu'il a 75% de ses passes qui sont des passes secondaires. Ça veut dire que tu commences, ça fait du sens. Ça. Tu commences dans ta zone, tu es un joueur de centre, la rondelle sort en zone adverse, c'est une contre-attaque, puis c'est là que tu viens chercher ta passe. Fait que c'est pas quelque chose. C'est pas un joueur avec qui je vais m'attacher en me disant ah, c'est un buy low ou c'est un joueur que je peux acheter pas cher pour qu'il va faire plus. Il pourrait finir à 42 points à la fin de la saison aussi. Fait que c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Et du côté de Seattle, l'avantage numérique roule. On a beaucoup de joueurs de milieu d'alignement, des joueurs qui sont plus sur un. Je pense qu'ils ont peut-être 3 deuxièmes trios là, dans ces eaux-là. Mais c'est ça le propre de Seattle. On en a parlé en début d'année. Il y a quelques équipes comme ça qui sont construites de cette façon-là. Puis c'est comme ça qu'ils ont connu du succès lors de leur entrée dans la Ligue nationale de hockey. C'est qu'il y avait justement une profondeur sur plusieurs trios. C'est des gars qui sont capables de jouer sur un deuxième, troisième trio, Ouais. très peu sur des premiers trios ailleurs. Ça fait que ça dilue énormément le temps de jeu et les opportunités, dont sur le power play, justement. Mais tu sais, si tu regardes l'avantage numérique lors du dernier match, là, donc c'est un échantillon très mince, mais le premier avantage numérique, celui qui a joué 1 minute 44, il y a eu un seul avantage numérique dans le match, mais c'était Schwartz, Marchment, Shane Wright puis Berkeley Catton. Puis sur le deuxième, on avait Eberle, Stevenson, Beniers. Je veux dire, ça, là, j'ai l'impression que c'est un jeu de cartes que tu lances, là, puis il y en a 4 qui sortent, c'est eux qui y vont. Défensivement, c'est Vince Dunn, ça, c'est réglé. Mais offensivement, c'est vraiment plus aléatoire d'un match à l'autre. Et quand tu regardes, quand tu vas un petit peu plus loin dans la façon que le temps de jeu en avantage numérique est distribué à Seattle, tu dois avoir 7-8 joueurs qui ont plus d'une minute 30 d'avantage numérique par match. Ce qui veut dire que, justement, ils n'ont pas trouvé la bonne recette pour avoir un avantage numérique qui est dominant. Fait que pour moi, Stevenson est un joueur qui ben, n'a pas sa place sur un premier avantage numérique de façon constante et qui commence plus souvent dans sa zone à 5 contre 5. C'est pas très, très propice à avoir des explosions offensives. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un dump. Je vois pas comment ce joueur-là peut faire plus que 45 points. Puis je pense qu'un attaquant qui fait 45 points, c'est vraiment pas assez pour être pertinent dans un pool puis pour être capable d'aller faire une différence à la fin d'une saison. Même que 50, c'est limite. Fait que Stephenson, s'il fait pas son 50, je l'oublie. Et j'ajouterais que Capo Caco est blessé en ce moment. Donc, quand il va revenir, le rôle offensif va être encore plus difficile. Je pense que Caco est un des seuls à être comme obligé d'être utilisé de façon offensive avec un certain talent offensif. Donc voilà. Bon, là, il y a quand même d'autres joueurs. Là. Je pense que Shane Wright, Matty Beniers, mais oui, effectivement, Cabo Gacko est quand même très, 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 très présent. Mais tu sais, en général, Seattle, le problème en ce moment aussi, c'est que non seulement ils ont une bonne profondeur, tout le monde est cold. Tu parlais de Vince Dunn en défensive, que tu disais que c'est le seul.
honnêtement, 0 points à ses 5 derniers matchs. Il y a un joueur qui est en feu en ce moment qui fait des points. On va en parler un petit peu plus tard. Un autre défenseur qui, lui, ne fonctionne pas en ce moment, Colton Parayko, du côté des Blues. On a souvent parlé des Blues cette saison au podcast. La recette ne pogne pas là-bas. Non, puis tu sais, ce qui est difficile avec les Blues, puis c'est ça qu'il faut faire avec parcimonie, c'est quand tu regardes des statistiques d'un gars comme Robert Thomas qui fonctionne pas bien non plus, tu te dis, je suis pas prêt à te dire que je lance la serviette ou que je l'échange, par exemple, dans mon cas, du moins Robert Thomas, parce que tu sais qu'il y a une réputation d'être un joueur performant, il l'a déjà fait dans le passé, il est pas âgé, il est pas fini. Puis quand tu regardes ses statistiques un petit peu plus approfondies, il y a le même type de déploiement, c'est juste la rondelle ne tourne pas de son bord, puis ça va pas bien à Saint-Louis. Quand tu regardes un gars comme Parayko, puis tu te dis, bon, est-ce qu'il peut. Quelle est la réputation de ce gars-là? Techniquement, ça devrait être un gars je vais dire 25, 30 points peut-être. Perico, c'est pas vraiment une réputation plus élevée que ça. L'année passée, 41 rythme de 46 points dans une saison. Une très, très, très grosse saison. Impressionnant et tout. On revient cette année avec un pace de plus 20 points, 20-25 points. Bon, tu vas me dire qu'il n'a pas marqué encore. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi C'est un sa gars qui pire est capable saison. de marquer en plus. Là. Il a fait 16 buts l'année dernière, 10 l'autre année d'avant. Il a connu d'autres saisons à 10 buts. Normalement, c'est un gars qui tourne toujours alentour d'un 4-6 buts par saison, puis il n'y en a toujours pas. Non, mais il ne tire pas. Dans ces saisons-là, en carrière, sa moyenne de tirs par match, c'est 2,1. Et cette année, il est à 1,1. Si on regarde, quand tu regardes sur une dizaine de matchs, tu dis, bon, il suffit d'avoir 2-3 matchs parce que ça va pas bien, puis tu lances pas au filet, puis ça te fait descendre ta moyenne de façon assez dramatique. Là, après 22 matchs, la tendance commence à être une tendance de plus en plus forte. Oui, ça va pas bien à Saint-Louis, mais à un moment donné, il faut que certains joueurs produisent. Et Parayko n'est pas un joueur sur qui tu peux t'appuyer pour produire. Défensivement, il y a Fowler qui est présent et qui peut prendre de l'avantage numérique. Il y a Falk qui est là aussi, qui a repris le premier avantage numérique. On a Broberg qu'on va essayer. Parayko passe 9 secondes à powerplay par match. Aussi bien dire qu'il n'y en a pas du tout. Évidemment, il n'y a aucun point d'avantage numérique avec ce type de déploiement-là. Il tire. Il a passé là, 5 matchs cette saison consécutifs sans avoir un seul tir au but. Quand tu as une bine comme Parayko, quand tu as un lancer frappé aussi puissant, puis tu passes 5 matchs sans tirer, c'est un problème. Et je ne vois pas dans quel monde Parayko va revenir et va faire des points de façon un peu plus régulière. Je lance la serviette dans son cas. On lui donne un rôle défensif et c'est dans ce rôle-là qu'on va vouloir le voir s'épanouir ou du moins tenter de redresser la barre à Saint-Louis. Donc, pour moi, Parayko, c'est pas un joueur que j'irai acheter. Je dis pas qu'il va finir avec 20 points, mais je le vois pas non plus revenir. Pour moi, un défenseur dans votre 30 points, ça vaut vraiment pas la peine. Il y en a une pelletée et je pense que Parayko est l'un de ceux-là. Donc, pour moi, c'est un dump. Dans la saison 2023, 2024 et l'autre d'avant aussi, 2022, 2023, faisait du 26-27 points. Honnêtement, c'est ce qu'il risque de vous donner cette saison. Pas du 35, pas du 40 non plus. Ça va pas bien à Saint-Louis. À moins que quelque chose se replace et que les Blues nous surprennent encore comme il y a quelques années, il y a plusieurs joueurs qui, malheureusement, vous devriez échanger plus tôt que tard. Même, juste pour finir sur Parayko, même en multicats, il plaque pas. Il n'y a pas de mise en échec. Il n'y a même pas une mise en échec par match, alors qu'on tenait plus aux alentours de 1,5 mise en échec par match à l'époque. Il y a vraiment l'ensemble de ses statistiques sont à la baisse, au point de dire, est-ce que, d'un point de vue Team Canada, est-ce qu'il est vraiment assuré d'avoir sa place? C'est une autre question. Je comprends que ça n'a pas rapport avec des poules, mais ça démontre le niveau de jeu qu'il offre cette saison et de loin en deçà de son niveau qu'il avait l'année dernière et dans les saisons passées, mais au-delà des points. Donc, si on espère qu'il fasse plus de points, il va falloir qu'il fasse le reste des choses bien aussi avant d'avoir un rôle plus offensif. Et là, si sa portion défensive n'est pas adéquate, je ne vois pas pourquoi on lui donnerait de l'attaque. Ça fait absolument aucun sens. Mais tu dis que ça n'a pas rapport, les Olympiques. Je crois que ça peut honnêtement faire quelque chose. Ça peut honnêtement venir impacter la performance d'un joueur lors d'une saison. Je m'attendais, par exemple, à ce qu'un Jordan Binnington fonctionne très bien cette saison pour prouver que c'était son net avec l'équipe Canada. Tu peux dire, Un c'est Nick le même. Suzuki, un Mike Scheifele, que ça peut. Il y en a pour qui cette saison, on dirait que ça les a drivés, puis d'autres zéro. Puis Parayko et Robert Binnington. Thomas.
Ben, Robert Thomas, Robert Thomas, on se demandait qui de Thomas ou Suzuki allait faire l'équipe. Thomas n'est même pas dans la discussion. tu as la Il y a raison. juste, il y a 3 buts en 18 matchs, 13 points. Je veux dire, je donnerai pas Robert Thomas, mais c'est un gars qui c'est très, très décevant. Les Blues, en général, sont décevants. Il n'y a même Ah, pas un écoute, joueur là-dedans qui performe bien. Fait que, meilleur joueur qui performe bien en ce moment en termes de points par match, avec 9 points en 13 matchs, Oscar Sundqvist. C'est tout. c'est ça. On passe au prochain appel. Des gardiens de but qui ne fonctionnent pas en ce moment. Et il y a plusieurs gardiens de but qui ont mal commencé la saison cette saison. Celui-ci, moi, j'allais dans un de mes poules, le pool de catégorie du côté de la Caroline. Frederick Anderson, qui, je sais qu'on se sépare le net beaucoup, le filet. En Caroline. Il y a même Brandon Busey qui est venu remplacer à cause de la blessure à Piotr Kochetkov. Mais maintenant que Piotr Kochetkov est revenu, ben, Frederick Anderson n'est pas le Frederick Anderson des beaux jours. Il était quand même capable de tirer son épingle du jeu dans les dernières saisons en séparant le filet avec Kochetkov, mais cette saison, à part quelques matchs de départ, à part quelques matchs de qualité, ça fait pitié là, du côté du gardien. Non, on est passé de Piotr Kochetkov à Pietre Frédéric Anderson. C'est pas mal ça qui se passe. Je comprends qu'Anderson n'a pas joué beaucoup dans les dernières saisons, mais il réussissait quand même à avoir des départs de qualité. Puis Ouais. c'est ça qui est intéressant avec les départs de qualité par rapport à des statistiques traditionnelles, c'est qu'en ce moment, la moyenne dans la Ligue nationale, la moyenne de pourcentage d'arrêt est tout juste en bas de 900, ce qui est très, très faible. Normalement, on est plus aux alentours, ça fait quasiment 13 ans là, que année après année, ça descend. C'est plus drastique dans les dernières saisons, mais quand tu es en bas de 900, ça veut dire que dans un match qui a une trentaine de lancers, il y a plus de 3 buts. C'est pas fréquent, on va dire de cette façon-là. Donc, mais quand tu regardes les départs de qualité, c'est quel est le nombre de fois qu'un gardien de but a arrêté plus de rondelles dans un match que la moyenne de la Ligue. Donc, si la moyenne est à 898, mais c'est toutes les fois qu'un gardien de but a une moyenne plus haute que 898. Donc, 899 en montant. Donc, peu importe quelle est la moyenne, peu importe la moyenne du gardien de but en soi, il est comparé un peu à ses pairs et par rapport à ce que les autres font dans la Ligue nationale. Donc, pour Anderson, son pourcentage d'arrêt est à 881, ce qui n'est pas si bas que ça si tu dis que la moyenne est à 898. C'est comme, c'est un mauvais début de saison. Mais sur ces 12 départs, il y en a seulement 3 de qualité. Donc, sur 12 départs, il y a seulement 3 fois qu'il a été meilleur que la moyenne. C'est-à-dire que 9 fois sur 12, 75% du temps, il a été moins bon que les autres gardiens de but de la Ligue nationale. Ce qui est vraiment mauvais. En tout cas, moi, je trouve que Non, c'est de loin. c'est piètre, tu l'as dit, c'est vraiment pas à la hauteur. Puis le problème avec Anderson, ce qui est arrivé, c'est qu'il est avec une bonne équipe, fait qu'on pourrait croire que justement, il va quand même bien performer, il va aller chercher des victoires. Il y a quand même 5 victoires, ce qui est pas mauvais. Mais son il y a eu des pourcentage matchs qui d'arrêt, il étaient est bon. Non, c'est ça, mais son pourcentage d'arrêt est pas mauvais, mais des fois, il accordait 2,78 buts. Mais après ça, avec 870 de pourcentage d'arrêt, fait que tu te dis, OK, finalement, il jouait pas si bien que ça. C'est l'équipe devant lui qui faisait peut-être qu'il était quand même un petit peu meilleur. Fait que honnêtement, Anderson, du je- côté des dompes, là, c'est vraiment un pensez-y bien. Là. Mais je vais donner un exemple, un parallèle qu'on connaît bien à Montréal, Montembeault. Montembeault a le même pourcentage de départ de qualité au même nombre de matchs. Donc, ils ont, en termes de quality-wise, donc en termes de qualité en général, Montembeault a lui aussi 3 départs de qualité en 12 matchs. La seule différence, c'est que Montembeault, son pourcentage d'arrêt est à 852, puis son pourcentage de but alloué est à 3,70, tandis que Anderson est à 3,07, puis 881. Clairement, les Kings ont une meilleure équipe que le Canadien. C'est tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Donc, en partant de ce principe-là, tu dis Anderson est chanceux d'avoir 5 victoires, 5 défaites. Il est vraiment chanceux. Et j'ai de la misère à croire que les Hurricanes vont continuer à lui donner des départs s'il n'est pas capable d'arrêter une rondelle plus qu'un autre gardien dans la ligue. Est-ce que c'est les blessures qui sont venues à bout de lui? C'est un gars qui a quand même 36 ans. Il était juste au bout du rouleau. À un moment donné, à force de jouer 16, 20 matchs dans une saison, 30 matchs, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il va se replacer, je ne sais pas. Pour moi, c'est un dump parce que je pense que Kochetkov fait un bon travail. Tu as parlé de Busey tantôt, c'est un peu le même principe. Je pense qu'ils ont d'autres options en Caroline. J'ai vraiment l'impression qu'en Caroline, tu pourrais avoir 2 bâtons puis un gant de hockey, puis ça fera le même job qu'un gardien de but. Ils sont tellement hermétiques défensivement que n'importe quel gardien de but va bien s'en sortir. Pour moi, Anderson, je ne vois pas dans quel monde ce gars-là va avoir des départs en termes de volume.
s'il est moins bon que le gardien de but plus jeune à côté de lui. Brandon Je vois Bussi, pas. 27 ans. C'est pas un gars à qui tu vas écrire à ta mère, mais bon an, mal an, il y a quand même trois départs de qualité sur 6 matchs, 5 victoires, une défaite. Tu te poses des questions rendu là, puis je pense qu'il y a d'autres options, comme tu as dit, même qu'on pourrait aller chercher en balotage ou autre, des joueurs des deuxièmes gardiens ailleurs dans la ligue. Peut-être C'est qu'il n'y a pas le un volume. Jesper Washington. Ben, c'est ça, mais s'il Tu n'y avait sais, pas le volume mais qu'il y avait la qualité, mais là, il l'a pas. C'est ça le problème. il n'y a ni un ni l'autre. Fait que quand il n'est pas dans une mauvaise équipe, c'est pas un gardien de but dans une mauvaise équipe qui a du volume, puis tu te dis, bon, ben, des fois, il s'en fait poter 6 sur 20 lancés parce qu'il n'y a pas d'équipe devant lui. C'est pas le cas. Fait que quand tu mets les différents éléments les uns à la suite des autres, tu comprends qu'Anderson est peut-être juste au bout de sa carrière. C'est dommage. Là, ça va être un très, très bon gardien, mais les blessures sont venues à bout de lui. Fait que pour moi, c'est mon dernier dump du jour, c'est Frédéric Anderson. You got dumped? Et maintenant, passons au chase de la semaine, les joueurs que vous voulez aller chercher et qu'on vous recommande. Le premier joueur, va falloir peut-être que tu me l'expliques, j'ai peut-être pas vu quelque chose passer. Ton premier joueur, c'est Connor McMichael, Guillaume? Really? Oui, pourcentage de taux de réussite au tir de 4,7 Sa moyenne en Ok. carrière, c'est plus alentour de 12, fait qu'il devrait avoir un bon 3 fois plus de buts, ce qui représente 4 points de plus au minimum à sa fiche, ce que je trouve quand même intéressant. Aucune passe secondaire en 8 sur 8 mentions d'aide pour McMichael. OK, quand même. Éventuellement, il est peut-être juste malchanceux. Quand tu regardes aussi un petit peu son déploiement, il joue encore un bon 16 minutes par match. Il n'y a pas vraiment moins ou plus d'avantages numériques que l'année passée. Là, c'est pas mal sensiblement équivalent. Il est rendu à tirer à deux tirs par match. Euh, j'aime bien cette séquence-là. Il y a eu 6 points en 3 matchs aussi dans une séquence là, du 15 novembre au 19 novembre. Il n'y a pas eu de points dans ces 2 derniers matchs, même contre Montréal, alors que ça finit 18 à 16, là, ce match de football-là. Mais j'aime bien McMichael dans cette optique-là de dire, ben, il sous-performe, il passe un peu sous le radar, il devrait avoir un bon 4-5, peut-être même 6 points de plus à sa fiche, puis ça ferait du sens. Ben, sur le long terme, même à court et moyen et long terme, je pense que c'est un bon choix. Puis juste sur un bon trio, là, il joue avec Tom Wilson puis Protash. C'est un deuxième trio très, très honnête. Donc, c'est pas un chase sexy, mais c'est le genre de chase qui peut, sur une petite séquence, ça peut être intéressant. C'est mon moment préféré de l'épisode, c'est le Daily Reminder de Daily Face-Off. En ce moment, moi, je vois Connor McMichael qui est sur un 3e trio avec Ryan Leonard et Brandon Duhem. Écoute, le dernier match que les Capitals ont joué, il se retrouvait avec ce trio-là, justement, avait joué très peu. Les Capitals, c'était pas notre équipe préférée en début de saison, toi puis moi. On disait que c'était une équipe qui allait connaître une bonne régression à cause justement de leurs statistiques qui faisaient que c'était vraiment insoutenable. Si on avait pris notre segment soutenable, insoutenable, puis qu'on analysait les équipes en soi, insoutenables, ça aurait été les Capitals. J'ai comme peur un peu de Connor McMichael, puis pourquoi un peu plus? Tu sais, qu'est-ce qui ferait vraiment là, que tu penses qu'il va repartir là, vraiment plus? Je sais que tu nous l'as expliqué, mais je le vois pas, pour vrai. J'aurais de la Mais misère quand à tu aller le regardes, chercher. ben, je comprends ton point. Il joue en avantage numérique quand même. Il n'y a pas aucun avantage numérique. Il n'y a pas le premier, mais il y en a Ouais. quand même. Les Caps se cherchent quand même en avantage numérique. Ils utilisent plusieurs combinaisons, ce qui est quand même rare dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. L'autre élément, c'est même quand il joue avec Duhem puis Leonard. Leonard, la question que je vais te poser, en fait, je vais te la revirer, c'est est-ce que c'est McMichael qui est sur un 4e trio ou est-ce que ton 4e trio, c'est pas plus Sonny Milano, Henrik Lapierre puis Aiden Frank? Donc, c'est un 3e trio, mais ton 2e, c'est Strome, Ovechkin, Beauvillier. Wilson, Protash, Surdif. Surdif, ça pourrait être un 3e aussi. C'est-tu vraiment si clair que ça pour toi, lequel est le premier, lequel est le deuxième, lequel est le troisième? Mais Tu qui sais, t'aime un mieux? duo. Mais qui t'aime mieux aller chercher Connor McMichael ou Ethan Frank? Évidemment, je niaise un peu. Là. Je niaise un peu, il y a quand même 8 points en 11 games. C'est un peu une farce parce que clairement, c'est pas un gars qui va faire ça, mais on dirait juste que ça me fait peur, Connor McMichael, mais Je comprends, mais au moins, il y a encore regardez une avec chance. Leonard et Duhem, au dernier match, je vais te quoter sur ce match-là. Ils ont eu 4 tirs pour, 1 tir contre. Tu sais, Pas mauvais, les oui. chances pour, ils ont eu 7 chances de compter dans ce match-là, 2 chances contre. Tu sais, ils ont été dominants. Ils ont été dominants. OK. Donc, je ne dis pas que ça va être un joueur d'un point par match. Je veux juste dire qu'en ce moment, il sous-performe. Puis c'est le joueur que j'irai chercher parce qu'il
il va performer plus que ça. Tu sais, s'il finit la saison, l'année passée, il a fait 57 points. Si on dit qu'il finit cette saison, on va dire, je vais dire 48. Pour être, je pense que 48-50, c'est quand même raisonnable. Mais ça veut dire qu'il va faire 38 points à ses 60 prochains matchs. Je veux dire, C'est pas mauvais, ouais, c'est vrai qu'il a vu de même, t'as raison, effectivement. J'aime ça mathématiques. des fois quand tu me le remets un peu plus mathématique. Évidemment, vous nous écoutez, vous savez que je suis le gars un peu plus passionné et Guillaume est un peu plus de côté maths, mais des fois, Non, mais ça aide, effectivement. je sais que c'est comme des fois contre-intuitif de dire, ah, ce gars-là, il a pas un déploiement extraordinaire, il est pas. Mais c'est juste que la force des chiffres vont finir par aller dans son sens. Tu peux pas marquer juste sur moins de 5% de tes buts, avoir aucune passe secondaire, jouer 15-16 minutes par match, puis juste continuer toute l'année de même. Je dis pas que c'est impossible, mais les probabilités qu'il a de faire des points sont présentes. Même s'il finit avec 40 points, c'est 30 points en 60 matchs, c'est un point en 2 matchs, c'est plus que ce qu'il fait en ce moment. Donc, il y a une opportunité d'aller saisir un joueur que sa valeur future est plus élevée que sa valeur présente. OK, d'accord. Ben, écoute, tu m'as convaincu. Parfait. Passons au prochain Chase, qui lui est un joueur que j'avais, moi, abandonné en début de saison. Je vous en Je j'en t'avais avais dit parlé. d'attendre. Told you. Tu m'avais dit d'attendre, effectivement, mais les Chase, c'est un bon segment pour savoir qu'il faut aller chercher. Et un de ses coéquipiers était un joueur qu'on a featuré souvent dans notre section des Chase, Matt Coronato, qui lui va très, 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 très bien. On en avait parlé auparavant et maintenant son coéquipier Rasmus Anderson, lui, performe très bien. Je sais, celui-là, je vais m'en vouloir toute la saison s'il continue à bien performer comme ça. C'est lui qui a le premier avantage numérique. Il est sur le premier duo. Les Flames vont un peu mieux. Leur attaque est un peu revenue. Jonathan Beaucoup mieux. Huberdeau connaît un bon segment en ce moment. Ça se place en ce moment. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui venaient d'arriver. C'était un nouvel environnement pour un peu tout le monde. Je pense que là, ça commence un peu à cliquer. On tire beaucoup plus. Coronado en est un excellent exemple. J'espère. Il y a un petit côté de moi qui espère que Rasmus Anderson ne continue pas comme ça. Mais bon. Excusez. Anderson, dans les 6 derniers matchs, c'est lui le premier défenseur en avantage numérique. Puis quand tu regardes son temps de glace, là, désolé, je vais vous name-dropper des chiffres, mais c'est énorme. Là. Il a joué du 27 minutes, 24, 24, 26, 30, 25, 30, 25, 25, 27. Hey, c'est de la minute, là. C'est de la C'est minute de temps de glace. vraiment beaucoup de minutes, là. C'est énorme. Sa moyenne de saison est à 24-24. Donc, tous les chiffres que je vous ai dit sont quasiment au-dessus de sa moyenne. C'est-à-dire qu'il joue plus qu'en début de saison. Il joue sur le premier avantage numérique. Il joue partout. Il joue bien. Clairement, il joue bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand on regarde, encore une fois, son game log, donc son match par match, il s'est juste mis à tirer vraiment plus. Il a présentement sa meilleure saison d'un point de vue tir par match, 2.3. Un défenseur qui tire 2.3, on parlait de Chandler Stevenson un petit peu plus tôt dans l'épisode, on parlait de Kuzmenko. C'est un lancer de plus que ces gars-là par match. C'est un défenseur. Je trouve que c'est super intéressant. Il y a une bonne séquence. Évidemment, il y a 7 points en 4 matchs. Là, fait que ça, c'est insoutenable. Mais le rôle qu'on lui donne, c'est un rôle de premier défenseur qui joue en avantage numérique au détriment de Mackenzie Weegar qu'on a droppé la semaine dernière, au détriment de Zane Parek qu'on a droppé, qu'on a dumpé il y a 2-3 semaines. Ouais. C'est lui le joueur sur lequel on va miser. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec Anderson à long terme. Ça, pourquoi il n'est pas un joueur que j'irais acheter nécessairement, parce que s'il est échangé, ce qui n'est pas impossible, sa valeur va sûrement aller à la baisse. Mais à court terme, c'est un gars que je vais chasser pour avoir dans mon équipe. Donc, s'il est disponible sur un waiver wire, ce qui est fort probable, là, parce qu'il n'est pas pris dans. Il est pris dans plusieurs pools, mais pas dans une grande majorité non plus. C'est pas tout le monde qui l'a sélectionné. On parle de 70 à 80%. Pourquoi pas Anderson aller chercher en ce moment, mais je n'irai pas payer le gros prix non plus, par exemple, pour ce joueur-là. Fait que, tu sais, s'il est échangé, je ne sais pas moi, dans une équipe qui a déjà un défenseur numéro 1 qui performe bien, je veux dire, mettons Boston qui veut faire les séries, puis que McAvoy qui bon, il est blessé, toujours blessé, McAvoy, mais quand il est là, il C'est une joue. poque d'en face. Donne-lui une chance, pauvre gars. C'est tellement pas de sa faute. Voyons donc. Même toujours blessé, Caulfield pensait pareil. que la POC était passée à côté. Finalement, c'est trop. En tout cas, Il est toujours blessé. effectivement, il est toujours Mon point, blessé. c'est peu importe dans quelle équipe il va jouer, c'est pas un défenseur numéro 1 qui va rouler un avantage numérique. Fait que s'il est échangé, sa valeur va être. En tout cas, je dis pas automatiquement parce que peut-être qu'il va remplacer un joueur blessé et autres, là, mais les probabilités sont qu'il va faire moins de points dans sa nouvelle équipe qu'avec son ancienne.
Fait que, mais c'est un beau chase pour le moment. C'est une belle vague. Puis les Flames vont vraiment mieux. Et on commence à gagner des matchs puis à marquer un petit peu plus de buts. Donc, c'est un bon. Tu parlais de Coronato, là, c'est le meilleur exemple. Ouais, tu parlais de toi, tu parlais des grosses minutes à Rasmus Anderson. Je pense que quand tu as des joueurs comme Yann Kuznetsov, Joel Henley, Braden Parshall et Kevin Ball dans ton top 6, tu veux donner un peu plus de minutes à Rasmus Anderson. Puis, ben, ça paye. Donc, tant mieux pour lui. Honnêtement, j'espère que ça va pas continuer. Des prochains défenseurs. Les Chase de cette semaine, on est rendu au 3e sur 4. On a 3 défenseurs. Le Ouais. deuxième dont on vous parle, c'est un défenseur que je suis allé chercher, que je suis allé chasser dans mon pool. C'est Darren Radish du côté du Lightning de Tampa Bay qui remplace Edmund. J'avais hâte qu'on en parle au podcast parce que c'est un joueur qui est un peu énigmatique pour moi, qui des fois, il est pas utilisé, très peu, pas du tout. Puis quand il joue, il peut jouer du 21-22 minutes, faire des points, aller en power play, puis il joue super bien. Il est passé d'un joueur qui était rayé de la formation en santé, un healthy scratch, à jouer 100% d'un avantage numérique pendant un match. Yeah. How? La seule Et chose faire des je pense points. et faire des points. Mais pour moi, Anderson puis Radish, ça se ressemble. C'est-à-dire que ce sont des joueurs que tu vas prendre maintenant, que tu prends la vague puis t'en profites. Mais je ne paierais pas pour aller chercher Darren Radish. Je trouve que tu paierais probablement trop cher pour la valeur que tu vas avoir. L'autre élément avec Radish, c'est bon, Edman est blessé. On sentait que quand Edman revient, Radish prend le bord. Il n'y a pas vraiment de doute à ce niveau-là. Mais ce que j'aime vraiment de Radish, c'est que hey, les joueurs du Lightning viennent de commencer à jouer au hockey. Tu sais, Brendan Eagle, on en parlait en début de saison, de dire ah, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec Eagle, il n'y a pas de points. Ben, le voilà, un point par match. 2 semaines plus tard, Brendan Eagle, un point par match. Kucherov va commencer à remplir le filet. 8 Jake points en Gonzalez, 5 matchs. Jake Gonzalez va bien en général. Là, tu disais, il reste juste Braden Point. Tu sais, c'est le prochain sur la liste. Donc, on en a parlé la semaine passée de Point. C'est inévitable que ça va revenir. Donc, Radish a juste profité de cet avantage numérique-là puis de ce temps de glace-là de qualité, puis il va chercher des passes secondaires. Donc, c'est une belle acquisition court terme. Parlant de passes secondaires, il n'y en a pas tant que ça, Radish. Là. Il y a juste 42%. Mais à la glace avec des gars comme Kucherov, c'est toujours payant. On s'entend. Ah non, ce gars-là, honnêtement, il n'y a aucune statistique qui montre que il va avoir une régression. C'est quand même soutenable. Si on analysait pour un soutenable et insoutenable, il est soutenable. La seule chose qui ne l'est pas, c'est justement quand Victor Hedman va revenir. Mais ça m'étonne, ce gars-là, je comprends pas pourquoi on ne l'utilise pas plus au Lightning. Ça, c'est sûrement, il faudrait qu'on le regarde peut-être plus jouer parce que Cooper voit que lorsqu'il n'est pas Il est déployé protégé. Il est protégé. OK, Il est mais protégé. Il joue 60% de ses mises en jeu en zone offensive. Ça veut dire que dans sa zone, c'est pas toujours facile. Un défenseur qui commence 60% en zone offensive, c'est que dans sa zone, c'est pénible. ouais, ben, écoute, ça doit être ça, mais quand même, un défenseur qui peut te faire 33, 42 et 49 points, qui sont ses paces des 3 dernières saisons, quand même, ça, Mais je Eric comprends. Gustafsson en a un autre qui est pareil. C'est le même. Il gagne pas si C'est pas souvent. parce que t'es bon. Ouais, non, Et Shane effectivement. Gostisbehere a été chassé de Philadelphie pour les mêmes raisons. Fait que, tu sais, c'est un bon défenseur à aller chercher maintenant. C'est tout. C'est le Ouais. fun. Un autre qui est le fun à aller chercher en ce moment, on le regardait, toi puis moi, un peu, et on se posait des questions. On disait, écoute, Roman Yossi va pas si bien que ça. Roman Yossi est blessé, il vient de revenir. Et Brady Shea n'allait pas si bien que ça, ne le remplaçait pas au pied levé. Et Nick Blankenberg, qui lui, écoute, sort des boulamites de quelque part, puis réussit à aller redonner un peu d'espoir du côté des Preds. Il a ralenti depuis quelques matchs, mais c'est quand même un joueur qui, dans un marché où c'est difficile de trouver des défenseurs dans un pool de hockey, c'est quand même une belle petite surprise, même s'il a ralenti un peu depuis quelques matchs. Oui, en fait, c'est comme un défenseur numéro 2 en avantage numérique, malgré le fait qu'il a joué plus dans le dernier match que Yuzi en power play. Donc, c'est pas complètement fini pour lui. C'est un petit défenseur de 5 pieds 9 qui a 27 ans. It's too small. C'est pas rien de percer la Ligue nationale. Quand tu regardes un peu l'historique de ses performances, c'est un joueur qui, offensivement, a toujours été quand même bien là, dans la Ligue américaine. L'année dernière, en fait, il a fait 8 points en 13 matchs. L'année précédente, c'est 13 en 24. On s'entend, là, c'est pas des statistiques à écrire à sa mère, mais Hi to mom. tu vois qu'il y Pour avait un quand même défenseur, il y a un certain talent, effectivement, puis
Ouais, non, il jouait quand même C'est bien. pas, c'est pas mauvais du tout. Donc, il joue pas énormément. Là, tu sais, il joue pas comme un défenseur numéro un, mais il joue en avantage numérique. Il va chercher ces minutes-là. Je trouve ça intéressant. On cherche toujours des défenseurs. Des fois, on a des blessés puis on ne sait pas qui prendre. Parce que moi, ça m'arrive quand même souvent. Là, j'ai tout le temps des blessés à la défense. Puis c'est de courte durée. Là, tu sais, des Thomas Chabot, des Ekblad, c'est souvent blessé. J'ai toujours ça dans mes poules. Fait que je suis toujours pogné à aller chercher dans des waiver wire un joueur qui peut être hot sur une courte période. Et je trouve que Nick Blankenberg, c'est ce genre de joueur-là, obscur, que dans Fantrax, c'est 19%, puis Yahoo, c'est 1%. Donc, c'est intéressant. Puis j'ajouterais que pour les multicats, il plaque quand même beaucoup. Il y a beaucoup de mise en échec pour un joueur de sa taille. Puis il tire 1,6 fois par match. Fait que tu sais, c'est pas des statistiques complètement folles, mais c'est très respectable. C'est un défenseur qui peut donner 30 points dans une saison, 35 points. Brady Shea n'est pas capable, on l'utilise. Je pense que oui. Je pense que c'est le genre de petite carte cachée qui rentre dans ton équipe et que tu peux streamer, là, pour utiliser la bonne expression de streamers. Donc, j'aime Ouais. bien Nick Blankenberg pour ça. S'il C'est y a pas, il y a une c'est pas semaine où sexy. il y a Beaucoup de joueurs. vas-y. McMichael Blankenberg, pas sexy, mais ça fait un job. Ça fait Les un joueurs job. qui C'est vont ça que tu vous as besoin. aider lors d'une semaine où il y a un peu plus de matchs du côté de Nashville ou autre, ça peut tout à fait aider dans un streamer comme ça. Ça fait du bien de voir un peu de chaud dans beaucoup de froid à Nashville. Mais Il y a si beaucoup tu de me gars qui dis, sont chauds. tu as le choix entre Colton Perico et Nick Blankenberg, je prends Blankenberg. Juste parce que le plafond est plus haut. Le plancher est plus bas, évidemment, mais le plafond est plus haut. Puis dans un pool de hockey, prendre des joueurs pour leur plancher, ça peut le faire quand les gars font 70 points, mais quand le plancher, c'est 28, ça vaut pas la peine. Nick Blankenberg pour les Olympiques. Non, autrement, pour Ça terminer, dépend. Peut-être que si je joue avec le Kazakhstan, ça serait pas pire. Là. Ça serait une possibilité. Ou l'Allemagne. Le Blankenberg, c'est un peu allemand. C'est ça. ouais, c'est vrai, effectivement. Mais malheureusement, il joue pour les États-Unis et il n'aura pas de place. Donc, c'est ce qui fait le tour de cet épisode de Dump and Chase. Si vous avez des joueurs qu'on a oubliés, des joueurs dont vous vous demandez si vous devriez dumper parce que vous êtes à point d'abandonner sur eux, ben, allez nous écrire sur nos pages YouTube, Instagram et TikTok à 100 Pool Podcast. Et on espère sincèrement qu'on vous a aidé à gagner votre pool cette année. Salut les poolers.